Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène de plus en plus fréquent qui touche de nombreux parents, souvent en silence. Il s'agit du burn-out parental. Oui, cette fatigue qui s'installe où le quotidien de la famille devient un véritable fardeau. Mais rassurez-vous, il existe des solutions pour retrouver un équilibre, reprendre son souffle et redécouvrir la joie d'être parent. La santé en mouvement spécial burn-out parental, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, l'une des premières cliniciennes, si ce n'est la première, à avoir posé des mots sur les mots du burn-out parental. Avec nous en plateau, Liliane Holstein. Liliane, bonjour. Bonjour. Alors vous Vanessa. êtes psychanalyste, auteur d'un livre fabuleux que je présente à la caméra pour ceux qui peuvent le voir, qui s'appelle tout simplement Le burn-out parental, paru aux éditions Josette Lyon. Et vous êtes donc experte du sujet. Mais alors avant, comme on aime bien commencer par une définition, expliquez-nous ce que c'est que cette fatigue. Est-ce que c'est une fatigue ou c'est bien plus que ça ? Ah, c'est bien plus que ça, c'est vraiment considéré comme une dépression, et une dépression massive, puisqu'il va y avoir un effondrement brutal du jour au lendemain, avec une impossibilité de se lever, de préparer un biberon. L'idée même d'aller chercher un enfant à l'école devient impossible. Donc c'est un épuisement physique et psychologique, avec la particularité d'un éloignement affectif vis-à-vis des enfants. Une alternance en fait entre beaucoup d'affection et parfois des cris, l'envie de les voir partir ailleurs, de ne plus être parents, tout simplement. Et puis une perte de sens dans sa fonction de parent, plus envie d'être parent. Mais c'est tout récent ce phénomène. Dans les années 70, on n'entendait pas parler de burn-out parental. Non, effectivement, les gens étaient fatigués, certes, mais ils n'en parlaient pas pas du tout, ça n'existait pas, on n'avait pas du tout cette dénomination. Les gens étaient fatigués, il y avait des dépressions aussi pour ça, il y avait de la fatigue maternelle, mais la dépression parentale, c'est un phénomène qui a à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Mais comment est-il né alors ce phénomène ? Les enfants sont plus difficiles, les parents ont d'autres occupations, c'est quoi le... Mais il faut bien avouer que la vie de nos contemporains et surtout des parents qui travaillent est une vie extrêmement épuisante, fatigante. Ils passent leur vie à courir du matin jusqu'au soir, avec l'impossibilité de prendre des temps tranquilles avec leurs enfants, ce qui engendre énormément de culpabilité, une perte de sens, parce qu'en fait ça ne ressemble absolument pas à l'idéal qu'ils s'étaient forgé avant de faire des enfants. Donc c'est vraiment très attristant. La vie des couples s'effiloche au fur et à mesure, très peu de libido, très peu de tendresse, les couples ne se parlent plus ou plus avec gentillesse, et il y a une pression constante avec l'envie de faire tout le temps bien, comme c'est écrit dans les réseaux sociaux. On veut être tout le temps parfait, on veut tout contrôler. C'est vrai ça, les réseaux sociaux ont eu un véritable impact sur vraiment. Cette illusion dont vous parlez ? Oui, réellement, parce que ce qui est montré dans les réseaux sociaux, ce sont des images d'Épinal, des images idéalisées. C'est-à-dire que les mamans, elles ont un corps svelte et athlétique dès qu'elles ont accouché, les enfants sont adorables, c'est ça ? Oui, et c'est impossible. Un bébé, quand il vient de naître, il va avoir des nuits difficiles, les parents ne vont pas beaucoup dormir, vont être fatigués, ne savent pas forcément comment s'y prendre avec un bébé, ni comprendre le message que le bébé essaye de faire passer. Et même plus tard, dans les rythmes, tous les jours, c'est la même chose, parce que les enfants ont besoin de ça. Les enfants ont besoin de rythme pour se construire. Mais ce besoin de rythme va générer un ennui. C'est pas très politiquement correct ce que je vous dis. Si, allez-y, on a le droit de tout dire ici chez Sud Radio. Vraiment, un ennui, une espèce de désespérance à ce que ce soit tout le temps comme ça. Et très souvent, les gens qui ont le nez dans le guidon à ce moment-là se disent mais ça va être toute la vie comme ça, alors ça va pas s'arrêter. Et ils sont désespérés. Et alors les parents qui viennent vous voir dans votre cabinet, donc ils viennent seuls, ils viennent à deux, et comment vous les accompagnez alors ? Alors très souvent, c'est la mère qui vient dans un premier temps parce qu'elle est orientée par un médecin qui, constatant qu'elle est dans une dépression massive, nous les envoie, bien sûr. Et on va petit à petit explorer leur manière de vivre, qu'est-ce qui ne va pas. Et très souvent, les points que nous rencontrons en consultation, c'est ce besoin de tout contrôler, d'être dans la perfection, de tout bien faire, de tout gérer. Un petit peu comme si les pères n'avaient pas le droit au chapitre,
comme s'ils étaient absolument incapables, eux aussi, d'aimer leurs enfants, de bien faire les choses, etc. Donc les femmes font tout toutes seules. Absolument. Et là, vous leur dites quoi, ces couples d'arrêter de faire tout toute seule, déjà d'en parler avec leur conjoint ou avec le deuxième parent, quand il y a des couples homosexuels aussi, donc il y a un deuxième parent, c'est de ne pas tout prendre sur ses épaules en tant que mère et de demander de l'aide et au conjoint et à la famille, aux amis. Il faut oser en parler. Un médecin aussi. Oui, mais les grands-parents aujourd'hui ne veulent plus garder les nouvelles générations, ils ne veulent plus garder les petits. Ça fait partie des problèmes des années 90 et 2000, c'est qu'on a changé de fonctionnement au niveau des familles. D'abord, les parents et les enfants sont souvent très éloignés géographiquement, donc il y a déjà ce problème. Et puis c'est vrai que les jeunes retraités ont envie de vivre, ils ont envie de profiter de leur vie, ils ont beaucoup travaillé, et ils n'ont pas forcément envie de garder des petits-enfants, en tout cas pas régulièrement, et ne sont pas toujours aidants, pas tous, mais certains ne sont pas aidants. Et ce qui fait que les jeunes parents se retrouvent parfois très isolés, très seuls, avec très peu de relais, en fait, pour se reposer. Alors, ce que vous disiez en préparant l'émission, c'est qu'en fait, on a un enfant qui est en train d'observer ses parents qui sont en train de se désaimer, quelque part, de s'éloigner. Et alors, l'enfant va en profiter. C'est ce que vous évoquez, il devient de plus en plus difficile. Oui, et ça, on n'imagine pas, mais un enfant ne vient pas, même les enfants les plus difficiles qu'ils soient, ne vient pas au monde avec pour objectif de casser les pieds à ses parents. C'est pas son but. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir une mère qui est tranquille, paisible, voir ses parents s'aimer, se parler gentiment, avoir des temps tranquilles, des temps de paix, de tranquillité à la maison, chose qui n'existe plus. Du matin jusqu'au soir, les enfants sont brinque-ballés à droite et à gauche, n'ont plus le temps même pas de jouer tranquillement dans leur chambre. D'abord, ils ne savent plus jouer tout seuls, ils ont tout le temps besoin d'être accompagnés pour jouer. En fait, ils n'ont jamais de temps tranquille. Les enfants ont besoin de calme, ils ont besoin de calme pour eux, pas d'avoir 36 activités en permanence. Et ils ont besoin de voir leurs parents au calme aussi, faire des choses simples et calmes, et surtout de voir leurs parents s'aimer. Et quand ils ne les voient pas s'aimer, eh bien, ils n'ont pas 36 solutions. Un petit enfant n'a pas 36 solutions. Soit il le manifeste par des troubles psychosomatiques, avec tout un tas de maladies de la sphère ORL, de l'asthme, des problèmes aux oreilles. Les oreilles, c'est tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute, les cris, les disputes, etc. Des problèmes de la gorge, c'est-à-dire le fait de parler, de ne pas pouvoir parler, etc. Et puis, bien sûr, aussi des problèmes de comportement. Donc, ils vont devenir exigeants, jamais contents, capricieux. Et en fait, ils forcent leurs parents à réagir. Les enfants sont vraiment, pour moi, en tant que psychanalyste, je le vois tous les jours, les enfants sont les meilleurs psychanalystes de la Terre, les meilleurs psychologues de la Terre. Ils ont une vision de scanner et ils voient absolument tous les dysfonctionnements psychiques et profonds chez leurs parents. Et ils sont atterrés de voir que leurs parents leur donnent un discours qui semble cohérent et qu'eux-mêmes fassent complètement le contraire. Et les enfants sont très critiques à l'égard de leurs parents et se disent on n'a pas envie de cette vie-là. Et même des tout petits de 2 ou 3 ans constatent ça. Alors ils ne vont pas pouvoir le verbaliser aussi facilement que ce qu'on peut dire en tant qu'adulte, mais ils vont le verbaliser, si on peut dire, le symptomatiser. Avec des symptômes, voilà. Et en fait, le cercle devient de plus en plus vicieux, parce que qui dit symptômes dit parents concentrés sur leurs enfants, et donc tout là, qui s'agacent. Donc là, si on fait un arrêt sur image, vous dites quoi à ces familles, si vous aviez même là 2-3 conseils avant de venir consulter Le premier conseil que je leur donne, c'est de se reconnecter en tant que couple. Alors ça paraît bizarre, mais le couple en général est complètement éparpillé. Il y a une telle désespérance dans les couples que chacun vit sa vie dans sa petite dépression à lui, dans sa petite boîte à lui, et en fait les gens ne parlent plus, ne se parlent plus dans le couple, ne communiquent plus, et surtout il n'y a plus de tendresse, plus de délicatesse dans le ton, on se prend plus dans les bras, on se parle plus, on ne se regarde plus, on ne s'embrasse plus. Je ne vous parle même pas de la libido qui est quasiment à zéro, ce qui génère beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse, parce que la vie sexuelle, c'est pas seulement de la sexualité, c'est aussi un moyen vraiment de retrouver de l'enthousiasme, de la joie. Et voilà, je permets aux parents, quand ils viennent me voir, de se reconnecter. Et les enfants, en voyant leurs parents se reconnecter, se calment. Vraiment, c'est assez spectaculaire. Parfois, du jour au lendemain,
ils s'apaisent, ils se calment. C'est comme si d'un seul coup, ils avaient fait leur job. C'est-à-dire qu'ils ont attiré l'attention sur quelque chose qui n'allait pas dans la famille, et ils se calment. Mais il faut qu'il y ait une pérennité dans le fonctionnement des parents. C'est-à-dire que ça ne doit pas être juste 2 ou 3 jours. Les enfants ont besoin vraiment de régularité dans les comportements des parents. Et les thérapies, Liliane, vous qui accompagnez les parents, c'est quoi? C'est quelques années, quelques mois, ou parfois même en une séance, on peut débloquer des choses? Pas quelques années, parce que moi, j'ai l'habitude, dans mon métier de psychanalyste, c'est pas très courant, mais j'aime bien activer des registres très rapidement, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre pour être heureux. Et oui. Voilà, donc il y a des symptômes, on les détecte, on en parle, on les déconnecte et on suit la progression, donc c'est sur quelques semaines, et on contrôle que ça tient, ça fonctionne, et on voit les enfants aussi pour voir aussi s'ils adhèrent au système, comment ils évoluent eux aussi. Et la plupart du temps, les enfants évoluent, ils n'attendent que ça. Les enfants ne veulent qu'une chose, c'est voir que leurs parents soient heureux, et eux aussi. Il ne faut pas perdre de temps pour être heureux, c'est le plus important. Merci Absolument. beaucoup Liliane. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et vraiment ce livre magnifique, le burn-out parental, si vous avez des petits soucis avec vos enfants ou vous souhaitez retrouver un équilibre, je vous encourage à vous le procurer. Restez avec nous, dans quelques instants, nous découvrirons une application qui a pour objectif d'aider les parents et même les enfants à harmoniser leur vie et avoir des réponses au quotidien. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale Burnout parental, nous avons le plaisir de retrouver en plateau Cécilia Creuset. Bonjour Cécilia. Alors vous êtes cofondatrice de May App, May M-A-Y App comme application, une application qui aide et accompagne les parents au quotidien également. On vient d'entendre Liliane Holstein avant de commencer, vous qui êtes maman, ça vous parle un petit peu ces moments de tension, on va dire, avec les enfants? Alors oui, évidemment, ça me parle. Je pense que ça parle à tous les parents qui nous écoutent. Et puis globalement, au travers effectivement de notre activité chez May, ça fait écho à des choses que l'on voit énormément remonter. Donc oui, un écho très important de vos paroles. Alors concrètement, May App, expliquez-nous ce que c'est et pourquoi cette idée d'avoir élaboré une application, on va dire, qui réponde aux besoins de tous les parents un petit peu en détresse par rapport à des professionnels de santé. Alors May, c'est un service qu'on a lancé au mois de mai 2020 en faisant un constat assez simple, c'est que les périodes de la périnatalité, donc grossesse, postpartum, premières années de vie des enfants, ce sont des périodes au cours desquelles il y a énormément de questionnements, de doutes, de difficultés, dont celle qu'on vient d'évoquer ensemble, la difficulté maternelle, le burn-out parental, et que ces besoins sont malheureusement pas couvert par la médecine de ville parce que elle est, comme on le sait, malheureusement surchargée, engorgée, et du coup on n'a pas ce lien de proximité avec un professionnel de santé qui peut répondre à tous nos questionnements. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, Internet, qui est un véritable docteur aussi pour les parents, ne fait pas le job non plus, puisque la qualité de l'information qu'on y trouve n'est pas suffisante. Et donc vraiment l'idée de May au départ, c'était de pouvoir être un relais santé entre deux consultations, en complément bien sûr du suivi médical, pour pouvoir soutenir les parents dans cette période qui est assez particulière, parce que une période de vulnérabilité, on l'a vu, et qui mérite un soutien. Et donc concrètement, peut-être parce que les gens se disent mais qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'on y trouve? Quelles questions répondez-vous à? Il y a 80 professionnels de santé, des sages-femmes, des médecins, des infirmières puéricultrices qui, au travers d'une application, soutiennent les parents. Alors comment? Ils ont accès premièrement à une messagerie médicale, donc ils peuvent poser toutes leurs questions tous les jours de 8h à 22h. Les professionnels de santé leur répondent en moyenne en 10 minutes. La deuxième chose, c'est qu'ils ont accès à énormément de contenu, d'informations sur tous les sujets qui les préoccupent au quotidien. Et puis ils ont accès aussi à certains outils de suivi, type taille, poids, etc. Alors quelles sont les demandes les plus fréquentes quand on est un jeune parent? Qu'observez-vous? Ce sont des demandes liées vraiment à des mon enfant a la grippe, il tousse, j'ai besoin de médicaments, ou alors c'est des choses plus larges, plus psychologiques? Qu'observez-vous? Alors la spécificité chez May, c'est qu'on accompagne effectivement à la fois la santé physique et la santé mentale. Donc il y a 40% de nos questions, surtout en hiver, qui concernent la santé physique. Donc là, on est en plein dans la bronchiolite, le rhume, la gastro, toutes les joies
des jeunes parents. Des jeunes parents, exactement. Ensuite viennent en deuxième position les questions de sommeil. C'est 20% des questions côté enfant. J'en parle aujourd'hui parce que je pense que ça a un lien aussi avec tout ce qu'on vient de se dire. Il y a des parents qui ne dorment pas pendant trop longtemps. Je profite pour passer le message qu'il ne faut pas subir ça. Dans l'immense majorité des cas, les enfants peuvent faire les mêmes nuits que leurs parents après 4-6 mois. Donc ne restez pas des mois sans dormir parce que c'est le terrain le plus fertile à tout ce que vient d'évoquer le docteur Holstein. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ces sujets parce que c'est normal d'être parfois bloqué, de plus savoir comment faire, mais il y a des solutions très simples pour que tout le monde retrouve un peu de sommeil et donc d'énergie. Et après, il y a énormément de questions et les sujets effectivement qu'on a évoqués, nous on les appelle, c'est notre catégorie émotion parentale, sont là aussi très fréquents. Et je pense qu'il y a des sujets, j'avais demandé à l'équipe de soins de me remonter hier s'il y avait des questions qui tombaient, qui étaient proches, je les ai notées. Je trouve que je l'ai dit parce que je pense que c'est important de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Hier, il y avait une question, bonjour, j'ai l'impression que je fais tout mal alors que j'essaye de faire bien. Je me mets une pression monstrueuse, j'ai peur de ce que je fais, est-ce que c'est normal? Et il y a une deuxième question qui était, j'ai l'impression d'être une mauvaise mère, de ne pas savoir m'y prendre avec mon fils, je suis dépassée, je suis épuisée. Et donc on voit que ça c'est des questions, qui sont des questions banales chez May, qui sont des choses qui sont très difficiles à dire, mais qui sont une réalité aujourd'hui. Oui, il y a des questions tabous, j'imagine, qu'on ne dirait pas à un professionnel de santé en face ou même à quelqu'un de sa famille. Vous êtes un petit peu le réceptacle de ces choses, un peu un journal intime, mais on a une réponse. Ouais, parce qu'en fait, sur May, donc la spécificité, je vous disais, c'est que c'est une équipe de soins, mais qui est à distance. Il y a une forme de distance avec l'application. On peut en parler quand on veut, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous. Et en face, c'est une équipe de soins qui est hyper bienveillante, hyper engagée sur ces sujets-là. Donc autant vous dire qu'on est effectivement le paradis de la question taboue. Et là-dessus, je pense qu'il y en a quelques-unes qui reviennent le plus fréquemment. Il y a tout ce qui rejoint ce que vous disiez, qui est je supporte plus mon enfant. En fait, j'en ai ras-le-bol de mon enfant. On ose le dire. Ouais, là aussi, j'aurais demandé à me remonter. Je vous écris parce que j'aime tellement mon enfant, mais parfois je suis tellement épuisée que je ne le ressens pas. Ça, c'est une question qui nous est arrivée. Il y a donc le fait de plus supporter, le fait d'avoir envie de partir. J'aime mon enfant plus que tout, mais je crois que j'aime pas ma vie avec mon enfant. Donc voilà, les questions un peu tabous qui reviennent pour les parents, c'est la perte de plaisir parental, le regret maternel, le fait de rêver de sa vie d'avant et un peu d'idéaliser parfois aussi sa vie d'avant. Ça, on ne le disait pas avant. Liliane parlait tout à l'heure de l'évolution en fait, de ces mots de la société. Ce sont des choses qu'on n'osait pas s'avouer même à soi-même il y a quelques années. Aujourd'hui, vous remarquez justement l'émergence et le fait d'assumer. Oui, absolument. Dans les années 70-80, ça semblait normal, on était fatigué parce qu'on avait des enfants et ça coulait de source, c'était comme ça, on se posait pas de questions. Maintenant, il y a vraiment une idéalisation de la fonction parentale et les gens ne supportent plus de la moindre contrainte, mais il faut dire que les gens de notre époque sont épuisés constamment. Les parents actuels, moi je considère que ce sont des super-héros de notre époque, parce qu'ils sont tellement pressurisés de toutes les manières, et par le travail, la peur de perdre son emploi, la fatigue chronique, la pression mentale aussi de tout ce qui parvient au cerveau des gens, qu'on n'avait pas encore dans les années 90. Les gens ont le téléphone branché quasiment dans la main 24 heures sur 24. Il y a un besoin d'information et le système nerveux ne peut plus absorber tout ça. Et il y a réellement une fatigue chronique, mentale et psychique et physique, la fatigue des yeux, la fatigue des oreilles, la fatigue du cerveau. Les gens ne sont jamais au repos. Même la nuit, finalement, ils ne dorment pas ou très peu. La plupart de nos contemporains ont une carence de sommeil qui est colossale. Un drame de santé publique, on en parlait dans cette émission il y a quelques semaines. Cécilia, je reviens sur justement la façon d'appréhender des problématiques qui relèvent de la psychanalyse, puisqu'on a Liliane ici en plateau. Vous avez les experts, vous, qui répondent précisément à ce genre de sujet? Alors, nous, ce qu'on va faire sur May, on ne fait pas de psychanalyse sur May. Je pense que le lieu ne serait pas très adapté. Non, mais ce qu'on va faire, nous, déjà, la première chose, c'est l'écoute. Je crois qu'il y a peu d'espace, en fait, où justement, on l'a dit, et c'est très malheureux parce que c'est pourtant, ce serait, je crois, très bénéfique sociétalement qu'on arrive à beaucoup plus verbaliser ces choses-là. Mais donc, il y a déjà le sujet de l'écoute. Ensuite, l'équipe de professionnels va faire des évaluations. Donc, c'est des tests de référence, mais sur la fatigue physique, sur la fatigue psychologique. Et ensuite, à partir de là, je ne peux pas vous donner une solution qu'on appliquerait à tout le monde, sinon je serais probablement une star. mais il y a différentes choses qu'on peut activer. Alors, il y a bien sûr orienté vers un psy, vers une PMI, etc., quand c'est nécessaire. Et là-dessus, c'est
d'autant plus important, je reviens sur le sujet du tabou, mais d'en parler beaucoup plus, parce que plus les prises en charge sont précoces, plus j'imagine que vous irez dans mon sens, mais mieux c'est. Le fait d'attendre, ça peut créer parfois beaucoup de souffrance ensuite dans les familles. Mais quand on n'oriente pas vers l'extérieur, des choses sur lesquelles on va travailler nous, j'ai 3 exemples à vous donner. Ça va être travailler sur la balance des stresseurs et des ressources, parce qu'il y a beaucoup de stresseurs, vous les avez cités, 50 activités pour les enfants, se mettre une pression maximum pour faire les petits pots maison, les machins, le truc. Et en fait, c'est quoi les ressources qu'on a en face? Et les parents sont des êtres humains comme les autres. La deuxième chose, c'est aussi le sommeil. Retrouver, ça c'est vraiment un pilier qui arrive très souvent dans les propositions qu'on peut faire. Essayer d'accompagner les familles pour que les enfants dorment la nuit. Et une autre chose qui va être plus proche de la psychoéducation, c'est aussi accompagner les parents, les familles, dans la mise en place d'un cadre éducatif qui va aussi respecter les limites des parents. Les parents ont trop souvent, on le voit, et dans le fond, c'est plutôt... quand on y pense très attentivement, c'est parce qu'on veut bien faire et c'est par amour, mais à en fait ne plus écouter leurs propres limites et à permettre aux enfants de prendre une place qui ne respecte plus le besoin du parent. Et ensuite, c'est là qu'on arrive dans des cercles vicieux parce qu'on croit bien faire, mais quand on ne se ressource pas assez, quand notre réservoir affectif n'est pas assez rempli, qu'on n'a pas aussi pris le temps de se ressourcer soi, on n'est plus capable d'être un bon parent, finalement. Donc c'est contre-productif. 30 secondes pour conclure, et je donnerai aussi 30 secondes à Liliane. Un conseil, allez, pour les parents, pour essayer de passer un bon week-end un petit peu apaisé. Allez, Alors, moi, je voulais peut-être donner un conseil, parce que je me suis dit, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, donc je pense que ceux qui nous écoutent, vous allez être avec des parents pendant les fêtes. Je pense qu'une des choses qu'on peut tous faire, et ce serait super que la société collectivement soit plus comme ça, valoriser les parents, valoriser les compétences parentales. Dites aux parents que vous voyez autour de vous à la fête de Noël, donc je trouve que c'est incroyable, tu t'occupes hyper bien de tes enfants, t'es un parent super, parce que les parents ont trop de pression. Vous l'avez dit, les parents d'aujourd'hui ne sont pas des chochottes, ils sont juste soumis à une tonne d'injonctions immenses, le tout sous une pression où c'est les chiffres de l'INSEE, mais les parents à la fois passent plus de temps avec les enfants et en même temps travaillent plus, donc c'est une équation très compliquée. Donc valorisez-les, les parents en ont besoin. Faites des compliments, c'est un cadeau gratuit, tu dis bien. Liliane, 30 secondes. C'est exactement ça, c'est vraiment le même conseil, c'est de se rendre compte que les parents actuels sont des super-héros, mais ils doivent se le dire. Et se le dire dans le couple, se prendre dans les bras et se dire « Ah, c'est dur aujourd'hui, mais ça va, on est ensemble, on s'aime, ça va aller. » Ne pas quitter la maison le matin sans s'être serré dans les bras, sans s'être embrassé, sans s'être vraiment dit le bonheur qu'on aura à se retrouver le soir, parce que c'est ce qui va accompagner toute la journée, c'est ce qui va apporter des vitamines mentales aux parents, et puis retrouver confiance dans le fait d'être des adultes et des parents. Les enfants ont besoin fondamentalement de sentir leurs parents comme des adultes cohérents, conséquents, solides. Et c'est ce qui va donner des enfants beaucoup plus calmes et apaisés. Merci mesdames, j'ai presque envie de dire aimez-vous, aimons-nous les uns les autres. Je pense que c'est le plus important. Je m'autorise ce commentaire de fin. Merci beaucoup Cécilia et merci Liliane. C'est une émission passionnante. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez l'émission en podcast sur l'application Sud Radio et dès à présent sur YouTube. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés.